23 octobre 2000, 6 tours penchées, vallée de Yosemite. Un grimpeur de 47 ans est à 150 mètres du sol. Le soleil de l'après-midi réchauffe son visage, ses mains sont abîmées par une dure journée de travail. Sous lui, la vallée s'étend sous la lumière d'automne. Ici, il n'y a que lui et la roche. Le plus difficile est fait. Après des jours à travailler la voie et franchir les passages difficiles, il ne lui reste plus qu'à redescendre en rappel sur les cordes fixes et de rentrer chez lui. Une routine simple, le genre de choses qu'il a faites 10 000 fois dans sa vie. Sauf que ce qui va se passer dans les 2 prochaines secondes va choquer les grimpeurs du monde entier. Dans quelques jours, les fabricants repenseront leur équipement. 18 ans plus tard, son nom sera toujours enseigné dans chaque cours d'escalade. Au moment où tout a changé, voici l'incroyable histoire de Todd Skinner. Bienvenue dans l'extrême. Todd Skinner a révolutionné l'escalade. Les gens l'appelaient le Michael Jordan de ce sport. Et honnêtement, quand on regarde ce qu'il a réellement accompli, cette comparaison n'est pas exagérée. Todd est né le 27 octobre 1958 à Pindale, Wyoming. Son père dirigeait une école de survie et Todd a grandi en escaladant près de Burnt Lake. À l'âge de 11 ans, il a atteint le sommet du Gannett Peak, le point culminant du Wyoming, à 4207 mètres d'altitude. Il était l'un des plus jeunes alpinistes à avoir jamais atteint ce sommet. Mais c'est ce qu'il a fait après l'université qui a tout changé. À 30 ans, Todd a voulu tenter ce que beaucoup pensaient impossible à voir. Dans les années 1980, l'escalade libre explosait. Des grimpeurs du monde entier repoussaient sans cesse les limites sur les parois rocheuses, prouvant que les humains pouvaient accomplir des choses qui semblaient impossibles. Il y a à peine 10 ans, cette révolution brûlait surtout dans la vallée de Yosemite, en Californie. L'escalade libre utilise seulement mains et pieds sur la roche. La corde sert juste à retenir en cas de chute. En cas de chute, il est interdit d'utiliser l'équipement pour remonter. Juste de l'escalade pure, et dans les années 1980, c'est ce qui définissait un vrai grimpeur. Cela a créé un problème à Yosemite. Pour comprendre pourquoi, il faut connaître El Capitan, c'est une paroi verticale de granit de 900 mètres qui s'élève depuis la vallée de Yosemite en Californie. L'une des faces rocheuses les plus célèbres au monde. Des grimpeurs viennent de tous les pays, rien que pour se tenir à sa base et lever les yeux. En 1988, El Capitan avait déjà été gravi des centaines de fois, mais toujours avec des aides et de l'équipement. Vous avez enfoncé du matériel dans la roche en utilisant l'équipement pour vous aider à monter, pas seulement vos mains et vos pieds sur la paroi. La question est donc devenue, pouvait-on grimper El Capitan en libre ? La plupart disaient non. La paroi était trop grande, trop difficile, trop soutenue. Les sections les plus difficiles étaient le côté 5-13, ce qui signifiait brutalement, presque impossiblement difficile, et il fallait maintenir ce niveau de difficulté sur des centaines de mètres. Beaucoup de grimpeurs pensaient que c'était impossible, mais Todd avait autre chose à dire, quelque chose qui allait réécrire ce que les grimpeurs croyaient possible. Petit détour sur ce train du chaos. Chaque semaine sur Patreon, je partage une vidéo exclusive, une analyse approfondie ou une histoire personnelle absente de YouTube. Pour découvrir les coulisses avec moi, rejoins l'extrême sur Patreon. On s'y retrouve. En 1988, Todd et Paula Piana ont entrepris l'ascension libre de la Sal of Wall, l'une des voies les plus célèbres d'El Capitan. Ils ont passé 3 ans à se préparer, montant et descendant sans cesse les mêmes sections, répétant les mouvements et mémorisant chaque placement de mains et de pieds. Ils ont passé près de 40 jours sur cette paroi, à grimper les parties les plus difficiles à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'ils maîtrisent chaque enchaînement. Ils ont ensuite fait un dernier effort de 9 jours pour la finir entièrement. 9 jours sur la paroi, dormant en tente suspendue à des milliers de pieds, accomplissant des exploits parmi les plus difficiles. Grimper sur la roche, en utilisant seulement leurs mains et leurs pieds, mais ils y sont arrivés ce 9e jour, ils ont atteint le sommet. Première ascension libre d'une grande paroi sur El Capitan. Jamais personne n'avait grimpé 900 mètres de granit en se servant uniquement de son corps et de la roche. Cette ascension a transformé Yosemite, prouvant que l'escalade libre ne se limitait pas aux courtes voies. On pouvait l'appliquer aux plus grandes parois du monde. Mais Todd ne s'est pas arrêté là. En 1995, il a escaladé la face est de la tour Trango au Pakistan. C'était la première ascension libre de niveau 7 au monde, le niveau de difficulté le plus élevé alors. La voie dépassait 6000 mètres et Todd et son équipe y ont passé 60 jours. Oui, 60 jours à vivre sur une montagne. Tout cela a eu lieu lors de la saison la plus meurtrière du Karakoram, entre avalanches mortelles sur les sommets voisins et tempêtes bloquant des expéditions dans leurs tentes pendant des jours.
Son partenaire d'escalade sur le Trango, Bobby Model, se souvenait d'un moment où ils étaient restés coincés dans leur tente pendant 9 jours d'affilée lors d'une énorme tempête. La paroi au-dessus d'eux était glacée. La plupart des autres expéditions avaient déjà abandonné et étaient reparties. Et Todd a écrit quelque chose sur la paroi de leur tente qui reflétait bien sa personnalité. Frapper l'obscurité jusqu'à en faire jaillir la lumière du jour. Et le 7 septembre 1995, après 60 jours sur la paroi, ils ont atteint le sommet, réalisant la première ascension libre de niveau 7 au monde. C'était alors le niveau de difficulté le plus élevé sur une paroi de 6000 mètres et en plein pendant la saison la plus meurtrière que le Karakoram ait jamais connue. Todd a effectué plus de 300 premières ascensions dans 26 pays durant sa carrière. C'était un homme passionné d'escalade au plus haut niveau. Il comprenait les risques mieux que presque tout le monde sur la planète. Mais toute cette expérience, tout ce savoir, allait le trahir de la pire façon possible. Le 23 octobre 2006, un lundi après-midi, le soleil réchauffe la vallée de Yosemite. Todd se tient sur la tour penchée à 150 mètres de haut et sourit. Ses mains sont abîmées à force de les coincer dans les fissures, ses doigts sont bandés. Il est épuisé, mais debout là-haut, sur ce mur, il est aussi satisfait. Le plus dur est fait. Il a travaillé la voie pendant des jours et vient d'atteindre le sommet. Il ne lui reste plus qu'à redescendre en rappel et terminer la journée. Il s'attache à la corde fixe pour le rappel, le mousqueton se referme d'un déclic. Tout est installé correctement, exactement comme il l'a fait 10 000 fois auparavant. Ce que Todd ne sait pas, c'est qu'il porte une véritable bombe à retardement. Et dans les 2 prochaines minutes, elle va exploser. Pour comprendre pourquoi, je dois vous ramener quelques jours en arrière et vous expliquer ce qui arrivait à un seul équipement que Todd utilisait chaque jour. Nous sommes le 19 octobre 2006. Todd et son partenaire, Jim Hewitt, préparent leur équipement au pied de Leaning Tower à Yosemite pour une nouvelle journée d'escalade. Jim, 34 ans, originaire de Californie, travaille depuis plusieurs jours sur une piste nommée « Jesus a construit ma hot rod ». Elle se trouve sur la face ouest en surplomb de Leaning Tower et Todd essaie maintenant de réaliser la première ascension libre. Pour quelqu'un comme Todd, ce n'est pas l'Everest. Ce n'est pas une expédition unique dans une vie, c'est plutôt un entraînement, le genre de projet sur lequel on travaille. Entre les grandes ascensions, tu passes des jours à monter et descendre la même section, à comprendre les mouvements les plus difficiles, à hisser ton matériel, à dormir sur la paroi dans une tente suspendue. C'est un travail difficile et technique, bien sûr, mais c'est aussi le genre de choses que Todd avait fait des centaines de fois dans sa carrière. Et alors qu'il vérifiait leur équipement ce matin-là, Jim remarque quelque chose. La boucle d'assurage de Todd est usée. Pas juste un peu, mais vraiment très usée. Jim peut voir la sangle se défaire, comme des fils qui se détachent d'un tissu. Il estime plus tard qu'elle est usée d'environ 15 à 20%. Imaginez-vous à la place de Jim. Tu es le plus jeune grimpeur avec une légende qui a oublié plus de choses sur la sécurité que la plupart n'en sauront jamais. Et tu t'apprêtes à lui dire que son équipement est dangereux. Mais Jim, à son crédit, prend la parole. « J'insiste vraiment auprès de lui que ce n'est pas bon », dit Jim. Plus tard, Todd observa la boucle sachant qu'elle était usée. On ne grimpe pas plusieurs jours sur des cordes sans voir que son matériel s'abîme. Il ne repousse pas Jim, il dit juste « Tu as raison, j'ai un nouveau harnais en route ». Reconnaissance faite. Le nouveau harnais est commandé. Après quelques jours d'escalade, il le changera. Ils discutent même de renforcer la boucle avec une sangle supplémentaire, juste par précaution, mais en parlant, aucun d'eux ne considère vraiment cela comme urgent. Voici le truc avec les harnais. Un harnais d'escalade a plusieurs parties. Une ceinture entoure votre taille, des boucles vos cuisses et des parties relient ces 2 éléments. Juste à l'avant, il y a une boucle de sangle appelée la boucle d'assurage. Cette boucle est la partie la plus solide de votre harnais lorsqu'il est neuf. Elle supporte plus de 2700 kg largement au-dessus du poids du corps ou d'une chute violente. Elle est conçue pour être ultra résistante, donc même usée après 15 ou 20 ans, elle devrait toujours tenir. Elle devrait toujours supporter bien plus que le poids d'une personne. Todd utilisait ce harnais depuis plusieurs jours, montant, descendant et faisant du rappel sans problème. Ils prennent une décision risquée mais raisonnable. Continuer à grimper. Le nouveau harnais arrivera bientôt, quelques jours de plus ne feront pas de mal. Nous n'en avons plus reparlé, a dit Jim plus tard. Mais voici ce qui se passait avec la boucle d'assurage de Todd, que ni l'un ni l'autre ne comprenaient vraiment. Pour remonter les cordes chaque jour, Todd utilisait des dispositifs mécaniques appelés bloqueurs.
Ceux-ci se fixent sur la corde et glissent vers le haut mais pas vers le bas, ce qui permet de grimper sans avoir à se hisser soi-même. Main après main, Todd avait ses 2 bloqueurs fixés à son harnais. Passer la sangle dans le pontet d'assurage s'appelle un nœud de tête d'alouette. Prenez une sangle, passez-la dans elle-même, elle se verrouille solidement. En attachant ainsi au pontet d'assurage, la boucle ne peut plus tourner et reste bloquée. Donc c'est ce qui se passait, Todd escalade des milliers de mètres de corde sur plusieurs jours. Les bloqueurs sont attachés à son pontet d'assurage et chaque fois qu'il monte, ses attaches frottent exactement au même endroit sur cette boucle, encore et encore, comme une corde qui scie une autre corde des milliers de fois, jour après jour. Pire encore, cette usure était sans doute cachée sous ses cuissardes, la partie du baudrier invisible lorsque portée. Il aurait fallu tout retirer et inspecter pour voir la gravité. Et avec des journées entières de travail en escalade, le frottement constant coupait la sangle brin par brin, fil par fil. Au cours des 4 jours suivants, Todd et Jim ont continué à travailler sur la voie. Le 20 octobre, le 21 octobre, le 22 octobre. Escalade, descente, transport de matériel. Et à chaque mètre que Todd escaladait, caché là où il ne pouvait pas voir, d'autres brins se rompaient, ce qui nous ramène au 23 octobre 2006. Todd a terminé, Jim essaie quelque part au-dessus de lui sur la voie. Ils finissent leur journée et reviendront demain pour poursuivre leur progression vers la première ascension libre. Todd installe son rappel par pur réflexe musculaire à ce stade. Fixer l'appareil sur la corde, l'enfiler, verrouiller le mousqueton, tout cliquer, exactement comme il l'a fait 10 000 fois. Avant que Todd ne s'appuie en arrière, son poids passe de ses pieds au harnais et la boucle casse net. Un instant, il est en sécurité sur le rappel, l'instant d'après, il chute de 150 mètres. Je peux seulement imaginer ce que Todd a ressenti à ce moment. La soudaine prise de conscience qu'il y a un problème, la seconde de compréhension, puis l'impuissance. Todd est tombé de 150 mètres sur les rochers à la base de la Leaning Tower. L'impact a été immédiat et fatal. Lorsque les secours sont arrivés plus tard dans l'après-midi, ils ont trouvé le corps de Todd allongé dans l'éboulis et les preuves de ce qui s'était passé était encore là. Son dispositif de rappel était toujours correctement attaché à la corde. Le mousqueton à verrouillage était toujours verrouillé. La corde était intacte. L'ancrage supérieur était solide. Tous les éléments du système ont parfaitement fonctionné, sauf la boucle d'assurage. Le lendemain, les gardes forestiers ont récupéré les restes dans la végétation au pied de la paroi. En l'examinant de près, ils ont pu voir exactement ce qui avait tué l'un des plus grands grimpeurs de tous les temps. La sangle était très usée là où elle s'est rompue, ses fibres ayant été sectionnées après des semaines de frottement. Un dommage qui s'accumule lentement, de façon invisible jusqu'à céder, et s'aggrave durant 4 jours d'escalade. Après que quelqu'un l'ait remarqué et ait dit « Franchement, ce n'est pas bon signe ». À l'annonce de l'histoire de Todd, j'ai immédiatement pensé à un nouvel exemple d'excès de confiance. Une légende qui pensait être au-dessus des bases, quelqu'un qui était devenu tellement bon en escalade qu'il avait cessé de suivre ses propres règles de sécurité. Mais plus j'ai creusé ce qui s'est réellement passé, plus j'ai compris que ce n'était pas du tout ça. Ce n'était pas de l'arrogance, ni Todd qui se disait « Je suis trop expérimenté pour que ça compte ». C'est même presque l'inverse. Quand Jim a signalé la boucle usée le 19 octobre, Todd n'a pas ignoré ni réagi défensivement. Il n'a pas dit « Je sais ce que je fais » ou « Ne t'inquiète pas ». Il a dit « Tu as raison, j'ai un nouveau harnais en commande ». Il a admis le problème, avait déjà commandé le remplacement et savait qu'il fallait réparer. Ils ont aussi envisagé de le renforcer avec une sangle en plus. Ce ne sont pas les actes de quelqu'un qui se croit invincible. Ce qui s'est produit était bien plus subtil et humain. Ils ont observé la boucle usée et calculé. Le harnais tenait depuis des jours. Le nouveau arriverait bientôt. Il ne restait que quelques ascensions. La boucle neuve supportait 2700 kilos. Même usée à 15 ou 20%, elle devrait encore supporter bien plus que le poids du corps de Todd. Les calculs semblaient corrects, la logique tenait la route, et surtout, cela paraissait gérable, pas risqué, pas dangereux. Juste un léger retard dans le remplacement de quelque chose qui serait de toute façon remplacé très bientôt. Et c'est ça, l'expertise. Elle ne vous rend pas imprudent, elle vous donne confiance en votre capacité à gérer le risque. Vous avez fait ça 10 000 fois, vous connaissez votre équipement, vous connaissez vos limites, vous savez ce qui est vraiment dangereux par rapport à ce qui ne semble dangereux qu'aux yeux des moins expérimentés. Mais parfois, cette confiance dans votre jugement est précisément ce qui vous aveugle au moment où la marge d'erreur a discrètement disparu. La mort de Todd a bouleversé le monde de l'escalade. Ken Yeager, président de l'association d'escalade de Yosemite, a saisi ce qui se passait partout. Cela a fait réfléchir les gens à leurs anciens baudriers.
Je vais maintenant en acheter un neuf. Paul Piana, partenaire d'escalade de Todd depuis 30 ans, a écrit « Mon meilleur ami, mon frère choisi ». Cela rend la perte de Todd encore plus tragique car cet accident aurait pu être évité. Le 28 octobre au jour où Todd aurait eu 48 ans, plus de 500 amis et proches se sont réunis au Sinks Canyon Center près de Lander, Wyoming. Dehors, sous la lune, un diaporama, un feu de camp et des bougies allumées sur 2 énormes gâteaux d'anniversaire. Tous ont chanté joyeux anniversaire à un absent, mais la mort de Todd a donné naissance à quelque chose de concret. Black Diamond Equipment, l'un des plus grands fabricants mondiaux de matériel d'escalade, a lancé un programme de test suite à cet événement. Ils ont testé systématiquement des boucles d'assurage endommagées. Même avec 50% de la sangle coupée, les boucles résistaient à plus de 1700 kg. Avec 75%, elles tenaient près de 1360 kg. Même avec une coupe de 90%, la boucle a résisté à 353 kg, ce qui signifie que pour que la boucle de Todd cède sous son seul poids, elle devait être usée de façon catastrophique, bien au-delà de ce que leurs tests ont montré. De ce travail était née la règle de sécurité la plus répétée en escalade, en cas de doute, mettez-le à la retraite. C'est l'héritage de Todd, gravé dans le matériel. L'industrie a également établi des délais concrets de mise à la retraite avant la mort de Todd. Les grimpeurs mettaient le matériel à la retraite lorsqu'il semblait usé, après la mort de Todd. Les règles prévoient 7 ans pour les amateurs, 1 an pour les professionnels en usage intensif et 10 ans au maximum. Peu importe à quel point vous l'avez peu utilisé, Black Diamond a émis un avertissement spécifique concernant ce qui a causé la mort de Todd. Ils ont mis en garde contre le fait d'attacher quoi que ce soit de façon permanente à votre pontet, car cela empêche la rotation et crée une usure concentrée que vous ne pouvez pas voir. Dans le pire des cas, ont-ils écrit, cela pourrait entraîner un accident similaire à ce qui est malheureusement arrivé à Todd Skinner. Son nom est désormais définitivement associé à cet avertissement. Toujours enseigné en cours, cité dans les critiques et sauvant des vies 18 ans après, la mort de Todd Skinner a bouleversé l'escalade libre, parce qu'elle a brisé le mythe dangereux que l'expérience rend invincible et que les légendes ne disparaissent pas à cause d'une simple défaillance technique. Le mythe que refaire une ascension avec du matériel usé ne pose pas problème si on s'y connaît. Le Michael Jordan de l'escalade est mort en faisant quelque chose qu'il avait fait 10 000 fois, pas parce qu'il ne savait pas mieux, mais parce que savoir mieux ne suffit pas toujours. Quand tu es fatigué, concentré sur l'ascension, que tu t'en es déjà sorti. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo. Restez audacieux et vivez avec courage.